La stratégie, moi, c'est facile, oui. À fond. Chastain est à l'extérieur sur le mur. Dans le dernier tour, Chastain pour le tour, il passe de... Michael Schumacher hits David Coulthard and is out. He hit the wall. Just like Thomas Schumacher. Earnhardt will come to the caution flag to win the Daytona 500. Oh yeah! Woo! We're on darkness for the third down, yes! Bienvenue dans À fond, le podcast qui parle du sport auto, mais avec un œil dans le rétro. Nous sommes de retour avec le 3e épisode de notre podcast dédié aux anciennes courses automobiles marquantes, mythiques du sport, et notamment de la Formule 1. Je suis avec Andrea Noviello de Warm Up F1. Salut Andrea, comment tu vas ? Salut Thomas, salut à tous. Content de te voir, dis donc, on est une semaine après le Grand Prix de Monaco. Oui, une semaine tout pile et justement, quoi de mieux que revenir sur une course historique de l'histoire de la Formule 1 et du Grand Prix de Monaco avec cette édition qui est restée dans les annales, édition 96. Ah, je pensais que tu allais parler d'édition 2026. Non, 2026. Alors, ça n'a pas été la pire de ces dernières années, loin s'en faut, mais c'est vrai que comparé à la course dont on va parler aujourd'hui, on en est quand même très très loin. Un Italien a gagné, je pense que ça a dû te rendre compte, non ? Oui, j'aime beaucoup Antonelli. Et alors certes, pour Charles Leclerc, malheureusement, ça n'a pas passé comme on aurait voulu, mais Antonelli gagne, c'est l'homme fort de ce début de saison. Et donc j'en étais plutôt content. En tout cas, Andrea, tu l'as très bien dit, on prend la machine à remonter le temps en direction 1996. On part vers un rocher, mais pas n'importe lequel, celui du Grand Prix de Monaco. Retournons donc au 19 mai 1996. Et pour ceux qui regardaient la Formule 1, avant que le Grand Prix démarre, l'intro de la F1 sur BBC, ça ressemblait à ça. Et non, il n'y aura pas de Murray Walker, mais il y aura Andrea Noviello pour vous parler du Grand Prix de Monaco 1996. L'extrait de la BBC, donc c'est l'intro de la Formule 1, une intro des plus mythiques avec notamment la fin de la musique The Chain de Fleetwood Mac, grand groupe des années 70. Andrea, évidemment, tu connaissais. Tout à fait. Bon, parmi les événements marquants de 1996, nous avons le premier titre de Tommy McKinnon en WRC, le deuxième titre en NASCAR de Terry Labonte. On a également la victoire de Joe S. Racing aux 24 heures du Mans qui ont démarré tout juste aujourd'hui, en ce 13 juin 2026 où on enregistre. Et on a également la naissance, non pas de Taylor Swift, mais de Pierre Gasly en cette année 1996. Andrea, on va où maintenant ? Direction tour de formation. Michael Schumacher est en tête à l'heure actuelle. Oh non! C'est Berger. C'est là autre chose. Et ben Berger, on va en entendre parler durant ce Grand Prix. Mais avant, effectivement, tu as très bien dit, Andrea, c'est le tour de formation, le contexte de ce Grand Prix de Monaco 1996. Andrea, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce Grand Prix pour commencer ? Alors tout d'abord, pour parler un petit peu de cette saison 96, donc avant de revenir sur ce Grand Prix de Monaco, pour contextualiser un petit peu pour les gens qui n'ont pas eu la chance de connaître cette époque-là. Alors 96, c'est une saison un petit peu de changement, parce qu'on a bien sûr Michael Schumacher, le double champion du monde en titre, à l'époque sacré chez Benetton, qui est parti chez Ferrari, relever le plus gros défi de sa carrière. On a Benetton justement qui renouvelle complètement son duo de pilotes avec l'arrivée des deux anciens pilotes de chez Ferrari, donc Jean Alesi, Gerhard Berger. On a surtout l'arrivée aussi d'un nom que beaucoup de monde connaît aujourd'hui, Jacques Villeneuve, bien sûr, le champion, celui qui allait être champion l'année suivante, donc en 97, mais qui, à l'époque, est un débutant. Il commence en Formule 1, mais c'est pas un pilote qui arrive comme ça, juste par la magie de son nom de famille. Bien sûr, c'est le fils de Gilles Villeneuve. Mais Jacques Villeneuve, je le rappelle, c'est le champion en titre d'IndyCar et le vainqueur cette année, l'année précédente des 500 miles d'Indianapolis. C'est loin d'être un manche.
Le Grand Prix de Monaco 1996, c'est la 6e manche sur 16 du championnat du monde de F1 de cette année-là. C'est le 587e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Le Grand Prix, ce sera 75 tours du tracé de 3 km 328 pour un total de 249 km. Il n'y a pas en effet 78 tours. On vous l'expliquera pourquoi. Au niveau de la réglementation 1996, il y a pas mal de changements, non? Comme à chaque année, en fait, j'ai envie de te dire, dans ces époques. Oui, il y a pas mal de changements. Il y a l'instauration d'une règle qu'on connaît bien aujourd'hui en qualification, c'est la règle des 107%, qui n'existait pas précédemment. Elle est instaurée donc à partir de 96. On a aussi la suppression de la double séance qualificative qui perdurait jusqu'en 95. En 96, ça n'existe plus. Il n'y a plus qu'une séance qualificative, comme on connaît aujourd'hui. Donc le samedi après-midi. On a par contre une petite limitation au niveau des tours, c'est-à-dire qu'en essai libre, les pilotes ne sont autorisés à effectuer que 30 tours maximum et que 12 tours en qualification. Ça va avoir son importance, on va le voir tout à l'heure, lorsqu'on va évoquer la qualification. Et on a aussi quelques petits changements au niveau de la protection des pilotes avec le cockpit, notamment les protections latérales autour du casque du pilote qui sont un peu surélevées. Tout ça sont des mesures qui sont introduites par la FIA, toujours dans la continuité de celles qui ont été prises suite à l'accident d'Ayrton Senna 2 ans plus tôt. Notamment avec la Ferrari qui avait un cockpit assez proéminent autour de la tête du pilote. Les journaux italiens se posaient pas mal la question du pourquoi, du comment. Si tu m'as parlé de la règle des 107%, on peut parler de Lola Mastercard et de Ricardo Rosset ou pas? On peut en parler, ça n'a pas été un grand succès malheureusement. Alors pour moi, règle des 107%, c'est lié à cette équipe-là parce qu'en début de saison, il y a le Grand Prix d'Australie et ils disent oui, c'était dans un F1 Racing, j'avais lu ça en 2010, où à l'époque ils avaient dit bon bah si on n'arrive pas à faire un temps inférieur aux 107%, on mérite pas d'être là. Tu peux me raconter ce qui s'est passé? Malheureusement, ça a été une catastrophe pour cette équipe-là et c'est la seule fois qu'on les a vus, on les a plus jamais revus après derrière parce que ça n'avait pas le niveau. Ça n'avait clairement pas le niveau. Et après, il y a une autre équipe qui va être en grande difficulté cette année-là, mais elle qui va plus ou moins réussir à passer les 107%. Mais on va en reparler pendant le Grand Prix. Une équipe Forti avec des F1 qui ressemblent plus à des F2 boostés qu'à des vrais F1 parce que on va le voir, ils sont quand même très 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 loin des autres en termes de performance. Et en parlant donc de formule un peu en dessous de la Formule 1, notamment en F3000 et dans la petite coupe Porsche, il y a un nom qui commence à venir, c'est celui de Ralf Schumacher. Je ne sais pas si tu connais. Ralf Schumacher, oui, le frère de Michael qui à l'époque roule au Japon. Il roule en F3 au Japon, il fait une saison là-bas pour s'aguerrir et prendre un petit peu d'expérience avant de revenir en F1. Il y parviendra donc en 97 avec l'aide d'un certain frère que tu connais bien. Et c'est pratique quand il y a le portefeuille du frère quand même. Ça aide et le nom aide bien, je pense. Mais cette année-là, il roule au Japon, mais exceptionnellement, il participe dans le cadre du Grand Prix de Monaco à une course de Porsche. Mm-hmm. Donc les formules annexes. Un peu comme la Porsche Super Cup maintenant. Voilà, comme il y a aujourd'hui. Et donc il se fait les dents. Ça lui permet aussi d'acquérir de l'expérience sur un circuit où les pilotes n'ont pas la chance de courir très souvent dans l'année. Alors Andrea, quand on arrive à Monaco, l'histoire de la saison, alors quand on regarde les classements et quand on voit les deux pilotes qui sont devant, on est sur Williams qui domine le championnat, on a Damon Hill, toujours premier, qui fait un début de saison extraordinaire, mais on a surtout Jacques Villeneuve qui fait énormément parler de lui. Oui, alors Damon Hill, c'est le seul pilote, le seul gros bras, on va dire, qui cette saison-là n'a pas bougé. Schumacher est parti, Alesi est parti, Berger est parti. Le duo Hakkinen-McLaren, il n'est pas encore tout à fait au point. Mercedes est arrivé seulement l'année précédente, donc il tâtonne encore un petit peu et McLaren se cherche je rappelle que depuis 93, McLaren n'a plus remporté une seule victoire depuis la dernière d'Ayrton Senna à Adélaïde. Donc c'est une équipe qui en reconstruction et Damon Hill, lui, au contraire, il est dans l'équipe dominante de la décennie 90. Il a la chance aussi d'avoir à ses côtés un débutant, même si ce n'est pas n'importe quel débutant. Donc tout est normalement réuni, tous les ingrédients sont réunis en 96 pour que ce soit la saison de Damon Hill. Mais encore faut-il battre un Jacques Villeneuve qui, on l'a dit tout à l'heure, n'est pas un nouveau-né et qui est plutôt assez impressionnant. Première course, il aurait dû la gagner. En Australie, il fait la pole position, il aurait pu la remporter pour son premier Grand Prix en Formule 1, ce qui aurait été un exploit.
et il fait une petite erreur pendant la course qui va avoir des conséquences parce qu'on va lui demander de ralentir à cause d'une fuite d'huile dans son moteur. Mais bon, je rappelle que Jacques Villeneuve, il a gagné en Europe, donc sur le Nürburgring, quelques courses avant. Donc il a déjà gagné, il a une victoire quand on arrive à Monaco. Et c'est un pilote qui... Alors certes, il est un petit peu loin avant Monaco au championnat, parce que Damon Hill, il a remporté quand même 4 victoires en 5 courses. La seule qui lui a échappé, c'est le Grand Prix d'Europe, justement. Donc Damon Hill est dominant, mais Villeneuve a déjà laissé transparaître quelques jolies promesses avant qu'on arrive à Monaco. En parlant de domination au championnat, Williams domine en arrivant à Monaco, 65 points pour l'écurie anglaise, devant Ferrari qui est à 25 petits points. Il est premier avec 43 points, Villeneuve deuxième avec 22, Schumacher troisième avec 16 points et Jean Alesi quatrième. Voilà, avec sur sa Benetton. Pour Benetton, c'est la soupe à la grimace. C'est vraiment... c'est une transition très difficile entre le Schumacher et Alesi Berger. On sait que la voiture n'est pas forcément très bien née. En tout cas, le duo Alesi Berger, ils n'arrivent pas à s'y faire. C'est une voiture dont Schumacher parvenait à tirer des merveilles, mais ces deux-là, ils n'y arrivent pas. Je pense qu'elle est quand même un petit peu moins bonne, peut-être un peu moins réussie que les précédentes Benetton. Mais pour eux, ils passent presque du tout au rien, quoi. Schumacher, il a empilé les victoires en 94, en 95. Et là, le début de saison est catastrophique pour Alesi, pour Berger. Alesi s'est accroché au Nürburgring. Ils ont plein d'incidents. Ils n'ont pas marqué énormément de points. Alors que Ferrari, paradoxalement, avec Schumacher, bien sûr, qui sort de 2 saisons où ils ont remporté en 94-95 que 2 victoires, hein, Ferrari, hein. Et ils sont eux aussi en pleine reconstruction avec l'arrivée de Todd en 93. Mais ils avaient besoin justement de ce catalyseur, de ce pilote d'exception, de celui qu'on décrit à l'époque, à juste titre, comme le meilleur pilote du plateau, pour remonter la pente. Et en 96, il fait déjà en début de saison des merveilles, Schumacher. Alors que la voiture, elle est très très loin en termes de performance des Williams. Mais il a signé la pole à Imola avec un tour de folie. Et là, on va voir qu'à Monaco, où le pilote compte plus que sur n'importe quel autre circuit, bah, il va être encore très fort. En tout cas, tu parles de manière très enjouée de la part de Michael Schumacher, alors que tu es un fan de Damon Hill, on le rappelle. Voilà, c'est le petit tacle hein, pour débuter. C'est gratuit. C'est gratuit, voilà. C'est la Coupe du Monde. Voilà, le tacle, l'avantage est laissé à l'arbitre. On ne mettra pas de carton rouge. Exactement. Les qualifications, première pole de Ferrari avec Michael Schumacher. C'est la première pole de Ferrari depuis Monsieur Scheckter en 1979. Damon Hill deuxième et Alesi Berger son troisième et quatrième. En fait, à part Williams, le niveau est assez nivelé hein, quand on regarde. Complètement à cette époque-là où il y a vraiment Williams qui est au-dessus du lot. Il y a Schumacher qui porte Ferrari parce que clairement la Ferrari, comme on l'a dit, n'est pas à ce niveau-là de performance, mais c'est vraiment lui qui fait la différence sur son talent. Et après derrière, on a Benetton, on a d'autres petites équipes, on a Jordan, on a Ligier, on a plein d'équipes comme ça qui sont McLaren bien sûr, qui sont proches l'une de l'autre, qui ont des bons pilotes, mais en fonction des circuits, en fonction des configurations, des conditions aussi climatiques, bah, la hiérarchie va bouger un petit peu. En parlant des conditions climatiques, dans l'avant-course, Jean-Yves Moncey il dit que Monaco n'est pas un circuit fait pour la pluie, au contraire de Spa. Dans mes notes, j'ai marqué sans déconner. Oui, parce que... Non mais c'est vrai, il faut le noter. C'est vrai parce que, et c'est d'autant plus vrai qu'à l'époque, ce qui était très bien, c'est qu'on n'avait pas une harmonisation comme on a aujourd'hui du tarmac. C'est-à-dire que tous les circuits ont le même goudron, le même granulé qu'ils utilisent pour réaliser le tarmac sur les circuits. À l'époque, non. Et à Spa, là, comme ils savent que c'est une région où il pleut pas souvent, justement, ils ont produit un tarmac qui est fait pour ça, pour très bien absorber l'eau. Donc, c'est comme on l'a vu à Spa lors de nos premiers épisodes, Spa 98, on a vu qu'on pouvait rouler dans des super conditions, même sous le déluge. Même sous le déluge, on a pratiquement pas d'aquaplaning, rien, alors qu'aujourd'hui il pleut 3 gouttes et c'est le désastre. Alors j'ai envie de te dire, on peut rouler même sur 3 roues. Même sur 3 roues, ouais, même sur 3 roues, et ce que ne sont pas capables aujourd'hui, je suis sûr que même si on leur rajoutait deux routes supplémentaires, ils n'y arriveraient pas. Sous la pluie. Les petites roulettes. Voilà. Des petites roulettes. On devrait suggérer ça à la FIA. Suggérer ça à la FIA. Ça pourrait être pas mal. Je pense que les pilotes, ouais, ça pourrait être bien. Alors, il n'y a pas eu plus du week-end et il commence à pleuvoir sur le Grand Prix de Monaco avant le début de la course, mais avant, il se passe plusieurs petites choses.
Oui, alors déjà pour revenir un petit mot rapide sur la qualification, quand même la pole de Schumacher qui est extraordinaire. Donc il sort d'une pole position à Imola, un exploit déjà où il attaque comme un damné. comme un dératé. Il fait une pole incroyable, la suspension qui cache juste à la fin de son tour. Devant les tifosi en Devant plus. les Voilà. tifosi, On appelle très ça, sympa. on appelle ça le panache. Et là, à Monaco, j'ai presque envie de dire que c'est encore plus fort parce que, bon, Williams, ils ont la voiture dominante avec Damon Hill, qui avait déjà fait la pole l'année précédente sur sa Williams. Et là, Schumacher, alors, je rappelle la règle des 12 tours, donc 12 tours maximum autorisés pendant la qualification. En Damon Hill, lui, il finit assez tôt ces 12 tours. Il finit à 10 minutes de la fin de la séance. Et c'est une séance qui est disputée, alors tu parlais de météo, mais sous un ciel un peu gris, un peu couvert. Et Schumacher, lui, il lui reste un peu plus de tours sur la fin de la séance, parce il va attendre vraiment la fin pour réaliser ses derniers tours rapides. Et dans le tour où il réalise la pole, Schumacher, c'est incroyable, il est en retard lors des 2 premiers secteurs. Il a plus de 2 dixièmes de retard après le 2e secteur. Et il va faire une différence qui est monstrueuse dans toute la partie où c'est vraiment le pilote qui parle. C'est-à-dire que de la chicane du port jusqu'au retour de la ligne droite descente, la rascasse, la piscine, tout ce secteur-là, le bureau tabac, Schumacher, il va coller 7 dixièmes à Damon Hill. Sur ce secteur-là, c'est incroyable. Il finit avec 5 dixièmes d'avance, une demi-seconde. Alors certes, Damon Hill disait après la séance que justement il a fait une erreur parce que la piste s'est améliorée dans les dernières minutes. C'est vrai, mais bon, je pense que quand même le tour de Schumacher, il est incroyable. Ce qu'il réalise à faire juste dans le dernier secteur, la différence, on voit que c'est vraiment le talent du pilote qui parle. Et petite polémique juste après la qualification, c'est que Schumacher, à la fin de la séance, alors il va refaire un tour. Derrière, il enchaîne parce qu'à l'époque c'est possible, on n'a pas des Pirelli. Merci Pirelli. Donc, le premier tacle pour Pirelli d'épisode, ça va pas être le dernier, je le sens. Ça va pas être le dernier. Donc il enchaîne un tour, il est même plus rapide à la fin du 2e secteur, mais bon, il n'arrive pas à améliorer dans le 3e. Mais après, dans son tour de décélération, donc il salue la foule, il est ravi, et forcément, il fait une 2e pole à Monaco, où ça compte quand même plus qu'ailleurs. On le sait très bien aujourd'hui, malheureusement. Et c'était moins vrai à l'époque, hein. C'était quand même moins vrai. Schumacher, donc il prête pas attention vraiment aux autres pilotes qui arrivent, parce qu'il y a Gerhard Berger, qui est chez Benetton, qui lui a encore un tour lancé. Et à la sortie du tunnel, Schumacher reste sur la trajectoire, il salue la foule, il regarde pas ses rétros, et bon, la radio, je pense, marche moins bien que de nos jours, où on prévient peut-être plus aussi les pilotes, ils sont plus assistés, hein, qu'à l'époque, ils se débrouillaient tout seuls, hein, ils savaient regarder dans les rétros. Mais là, Schumacher, il a pas fait, dans l'euphorie, je pense, de la pole, il regarde pas. Et donc, il reste dans la trajectoire, et Berger, il arrive lancé à plus de 270, et donc, il doit se décaler à la dernière minute. Sur le frein, sur la bosse, à la chicane du port, il a perd, il part en tête à queue juste à côté de Schumacher. Il y a une grosse polémique, hein, parce que Briatore a crié au scandale. Il a été étonnant de sa part, porté à réclamation auprès de la FIA, et il a fallu toute la diplomatie de Jean Todt pour calmer, apaiser les esprits. Mais l'exploit de Schumacher aurait pu être terni et surtout annulé, réduit à néant par un incident. Une petite erreur d'inattention. Il se trouve que sur la grille de départ, il y a un petit changement parce qu'il y a 2 Schumacher sur la grille de départ. Pierre Van Vliet nous en dit beaucoup plus. Pourtant, regardez bien la McLaren numéro 8, la McLaren Mercedes ici. Eh bien voilà, ce serait le transfert de l'année à même la grille de Monaco. Michael Schumacher chez McLaren. Est-ce que Mercedes sera arrivé à ses fins? Eh bien non, c'est David Coulthard qui avait des problèmes de visibilité avec son casque habituel, des problèmes de buée dans sa visière, et qui a demandé à Schumacher un casque de réserve à prêter. David Coulthard va donc courir avec le casque de Schumacher sur la tête. Ne vous méprenez pas pendant le Grand Prix. Et donc quoi, Schumacher et Coulthard, ils sont bien amis, hein. Ils le seront moins 2 ans plus tard, mais... Oui, ça serait moins le cas à Spa, quoi. Pour ceux qui l'ont pas suivi, je rappelle. Premier épisode d'à fond. Mais non, là, geste très classe de Schumacher, Coulthard. Alors, je rappelle, à l'époque, on a un warm-up, donc une petite séance d'une demi-heure le dimanche matin pour pouvoir régler la voiture en conditions de course. Où Panis a été très performant à Monaco le matin. Où il réalise le meilleur temps, hein, Panis, ici le meilleur temps. Alors, le dimanche matin, il pleut pas. Pas encore, pas à ce moment-là, lors du warm-up, mais il signe le meilleur temps. Et Panis, pour revenir un peu sur son début de saison, lui aussi, il vit un début de saison compliqué. Bon, il a marqué quand même un point au Brésil,
Mais bon, globalement, c'est pas génial, hein. Hormis ce petit point, cette 6e place, qui à l'époque valait 1 point, au Brésil, il a pas réussi à signer de grosses performances, mais il est confiant parce que lui, comme Schumacher, il a fait quelques essais à Imola avant le Grand Prix de Monaco. À l'époque, c'était autorisé. Donc des essais privés à Imola, donc avec beaucoup d'appui. Et dans cette configuration-là, la Ligier, lui, il en était content, elle marchait très bien. Et même lors des premiers essais, hein, le jeudi matin, il est 6e, Panis. Donc la voiture marche bien. Le problème, c'est que en qualification, il a eu un petit souci au niveau du moteur, au niveau de l'électronique. Il a cassé un moteur, donc il n'a pas pu après améliorer. C'est pour ça qu'il part loin sur la grille, il part 14e. Ce qui n'est pas rien, surtout à Monaco. Mais il porte un casque bleu, en comparé. Il porte un casque bleu. Contrairement à David Coulthard qui porte Pour en revenir à Coulthard, je m'éloigne un petit peu du sujet. Pour revenir à Coulthard, oui, il a eu, lors du warm-up, il a constaté qu'il avait des troubles de la vision. Au bout d'un tour, il voyait plus rien à cause de la buée sur son casque. Et comme tous ces casques étaient les mêmes et qu'il était certain de rencontrer le même problème, il a été voir Schumacher. Il lui a demandé gentiment s'il pouvait lui prêter un casque et ce que Schumacher a accepté. Et comme à l'époque les deux équipes étaient sponsorisées par Marlboro, c'était un peu plus facile à faire, mais c'est vrai que c'est drôle de voir une McLaren avec le casque de Schumacher, d'autant que McLaren et Mercedes, bien sûr, avaient fait le forcing pour essayer d'avoir Schumacher en 96, mais c'est Ferrari qui avait eu le gros lot. On en a parlé, c'est vrai que sur les photos d'époque, c'est assez drôle de voir que certains journaux ou certains même, je crois, c'est même le live timing à un moment qui marque Schumacher en dessous de Coulthard quand il est en train de rouler à un moment, je crois que sur le live timing, alors qu'évidemment Schumacher il est en train de faire bronzette sur un yacht pendant ce temps-là. Bronzette vu la météo ce jour-là, je suis pas certain, mais bon, tu sais, c'est un Allemand, hein, peut-être qu'il a envie de bronzer. Il a l'habitude, pas besoin de beaucoup de soleil. Exactement, voilà. On va passer à la course. 3 lights, 4 lights, 5 laps. Pause. Go, go, go. Et on est à quelques minutes du départ et il pleut au départ et la prudence, elle est de mise parce qu'au warm-up, on s'est déjà sorti, Andrea. Oui, il y a eu pas mal d'incidents déjà au warm-up et surtout, après le warm-up, il s'est mis à pleuvoir énormément. Il y a eu une grosse averse sur la principauté et donc la FIA, en accord avec la direction de course, à l'époque, ce qui est très intelligent et ce qu'ils ne font plus du tout aujourd'hui, décide de mettre en place une petite séance d'1 quart d'heure juste pour permettre aux équipes de rouler et d'adapter leur voiture, leur châssis, leur réglage aux conditions pluie, ce qui est très intelligent, ce qui paraît normal parce qu'il n'avait pas plu du week-end. Et donc, on va pouvoir régler les voitures. Il va y avoir des sorties de piste. Hakkinen va sortir, donc il va placarder sa McLaren contre le rail, donc ce qui l'obligera à utiliser le mulet. Et il y a un autre incident, c'est Montermini qui lui va se cracher à la chicane du port. Mais comme chez Forti, on n'a pas de mulet. Ça fait une voiture en moins parce qu'on n'aura pas le temps de réparer malheureusement sa Forti. Et c'est capital, il fallait faire très très attention. Andrea, on va s'écouter le départ en condition du direct. Lemoni a l'air d'être mieux parti que Schumacher. Et il est devant. Et il est devant. Schumacher est deuxième et Jean est troisième. Prudence ici pour ce premier virage. C'est là que tout peut se jouer. C'est une loterie. Mais Demoni, Schumacher et allez-y dans la montée. A bien pris le départ. Et bien voyez, prudence pas du tout, puisqu'il y a déjà un garçon qui est Verstappen et qui a mis son arrose dans le mur. Drapeau jaune bien entendu. Mais il faut du temps avant que les autres voitures arrivent. Elles sont maintenant pratiquement à l'opposé de la grille de départ, avec, vous voyez, tout le monde très prudent au freinage de Mirabeau. Il va falloir faire attention aux ailerons, surtout attention aux crevaisons lentes. Schumacher, eh bien voyez ce qui devait arriver est arrivé. Michael Schumacher n'aura pas bouclé un tour dans ce Grand Prix de Monaco. Il a probablement touché, je pense que c'est en bas du portier, oui, si je vois bien les images, et donc la Ferrari n'est pas plus loin. Oui, c'est même à l'amorce du portier. Vous voyez que c'est extrêmement traître, et cela nous laisse Damon Hill devant Jean Alesi et Gerhard Berger. Les images des caméras de Georges Geoffrey vues de l'intérieur, eh bien c'est sans rémission pour la suspension avant gauche de la Ferrari. Et voilà, ce Grand Prix de Monaco amputé dès son premier tour de son principal favori. Et c'est l'acte 1 de ce Grand Prix Monaco 1996 que j'ai appelé « Il pleut, Berger, il pleut ». Parce qu'évidemment, le départ, Gerhard, tout à fait, bien joué. Il pleut, Berger. Elle est très jolie, celle-ci.
Donc assez cataclysmique, un départ vraiment, voilà, qui va faire quelques victimes. Oui, et non des moindres, hein. C'est un premier coup de théâtre immense. Jos Verstappen, dehors. Alors, moi, je pensais pas à lui d'abord, mais on va en reparler, bien sûr. Alors, Jos Verstappen, tu en parles, donc je rebondis sur tes propos. Jos Verstappen, c'est le seul pilote qui a osé, parce que les conditions, comme tu l'as dit, sont très piégeuses. La piste est détrempée encore, même s'il pleut plus vraiment au moment du départ. Mais c'est le seul qui a osé tenter le pari des slicks. Donc, il est parti en pneus secs. Et malheureusement, il n'a pas passé le premier virage. Il a essayé de faire l'extérieur sur deux pilotes. Il y avait deux pilotes à l'intérieur de Sainte-Dévote. Il y avait Villeneuve et Salo. Et malheureusement, ça n'a pas tourné. Hein. Donc, Verstappen, il est out dès le premier virage. On a les deux Minardi qui vont se rentrer dedans. Fisichella l'a mis aussi juste derrière le premier virage Sainte-Dévote. Et après, le quatrième en l'occurrence, c'est Michael Schumacher. Michael Schumacher qui est je rappelle, le pilote qui a remporté les deux dernières éditions du Grand Prix de Monaco en 94-95, qui est en pole, bien sûr. Alors, il a perdu l'avantage au départ. Je pense qu'il doit fulminer à l'intérieur de son casque parce qu'à Monaco, quand même, être devant, ça a une importance capitale. Et là, il fait une erreur de débutant. Schumacher, il se fait piéger dans le premier portier, dans la descente, en escaladant un peu trop le vibreur, alors que le vibreur, il est détrempé et il perd l'arrière. Il va fracasser la suspension avant gauche contre le rail et c'est déjà terminé pour lui. C'est un coup de théâtre énorme. Personne s'imagine que Schumacher puisse faire une erreur aussi grossière, on a envie de dire. Mais Sous la pluie. La pluie en plus, dans des conditions où il excelle. Et là, c'en est déjà terminé. Pour Ferrari, c'est la consternation. Pour Schumacher, c'est un désastre. Parce que on l'attend, cette première victoire de Schumacher et de Ferrari ensemble. Et là, c'était une occasion rêvée. Monaco, en pôle, devant. Et malheureusement, c'est déjà terminé pour lui. Spoiler, elle arrivera plus tard, sous la pluie. Il va se racheter dans un petit endroit où il fait un peu plus chaud. Mais oui, il pleuvra quand même le dimanche. Beaucoup plus d'ailleurs. Beaucoup plus. Mais on en parlera un jour. On en parlera un jour. Barrichello, qui partait 6ème sur sa Jordan, se crache aussi à la rascasse. Il ne va pas boire un verre, mais il va faire en sorte que sa Jordan se parque. Ça fait 5 voitures dès le départ. Et au deuxième tour, justement, il reste 16 voitures sur les 21 au départ. Cataclysmique. Ah oui, c'est une hécatombe le premier tour à Monaco. Et ce qui est incroyable en ce temps-là, c'est que c'est la rapidité d'intervention des commissaires. C'est sensationnel. Dans le deuxième tour, la rose de Verstappen est déjà enlevée. Il doit rester peut-être une des deux Minardi dans la montée de Sainte-Dévote, mais que les commissaires ils ont eu la présence d'esprit d'écarter, donc de mettre sur le côté hors trajectoire, donc elle gêne pas. On a encore les drapeaux jaunes. La voiture de Schumacher, il s'était parqué lui tout seul dans l'échappatoire qui existait à l'époque dans le premier droit du portier. Et Barrichello, ils vont vite la dégager. Donc c'est sensationnel. À l'époque, on n'attend pas 3 heures. On ne met pas de safety car déjà. Ça, c'est déjà rien que ça, c'est génial. C'est ça qui m'a marqué. Il n'y a pas de drapeau rouge, pas de safety car. Pas de safety car, les commissaires interviennent tout de suite, ils attendent pas que le directeur de course sorte de sa sieste dominicale et leur intime lord d'intervenir. Non, ça intervient tout de suite. C'est rapide, les commissaires ils sont incroyables à Monaco, c'est les meilleurs du monde, hein, je le rappelle, mais c'était encore plus vrai à l'époque. Et c'est génial, on court, quoi, on perd pas de temps à rouler au ralenti derrière la safety car, d'attendre que le pilote de la safety car finisse de siroter son martini et se décide à se mettre devant le peloton. Non, là c'est aussi, je pense, ce qui fait que la course est exceptionnelle, c'est qu'il n'y a pas de temps mort. Complètement. Il n'y a pas de temps mort, ça enchaîne et... Les sorties de piste aussi s'enchaînent, hein. Il y a Katayama qui sort, il y a Rosset qui sort, et je me permets de citer Agatha Christie, mais il n'en resta plus que 15 à ce moment-là. On en parle, c'est qu'à un moment, Jean-Louis Moncey, il sort sa plus belle boule de cristal et il dit, vous savez, on peut terminer le Grand Prix à 6 voitures. Vu les 3 premiers tours qui sont... Vu la façon dont c'est parti, c'est clair que... Et il faut rappeler qu'à l'époque, la fiabilité n'a rien à voir avec la fiabilité qu'on a aujourd'hui en Formule 1. On a des voitures qui cassent, mais on a aussi des pilotes qui attaquent, qui poussent, qui ont des vrais pneus. Hein, encore un petit clin d'œil à Pirelli. Donc on peut commettre des erreurs et c'est aussi une version du circuit de Monaco un petit peu différente d'aujourd'hui. Alors certes le tracé reste assez semblable à celui qu'on connaît aujourd'hui, mais toute la partie la piscine notamment. La piscine, déjà je dirais même à partir de la chicane du port,
qui a rien à voir. À l'époque, le vibreur, il est extrêmement haut. Cette année, on l'a vu encore, on a encore adouci les vibreurs, les pilotes coupent n'importe comment. On a complètement ouvert la zone de la chicane du port. À l'époque, pas du tout. Il y a 2 piles de pneus immenses pour empêcher les pilotes d'aller tout droit. Donc, ils peuvent pas aller tout droit. C'est impossible de couper. Et quand bien même ils voudraient, on a des vibreurs énormes. Donc, de la chicane du port jusqu'à la rascasse, tout l'enchaînement piscine, bureau de tabac, piscine, puis rascasse. C'est un monument de bravoure à l'époque. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui où tout est lisse, tout est ouvert. Et donc, ça demande une concentration au pilote encore plus élevée peut-être. Mais surtout, ça peut induire des erreurs qu'on ne voit pas forcément aujourd'hui. Dans ce marasme, il y en a un qui tire son épingle du jeu. Enfin, ils sont 2, mais il y en a un vraiment qui il surnage. C'est Damon Hill. Damon Hill, il est possédé. Il est comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de dire. Il est dominant en début de course. Il est vraiment beaucoup plus vite que tout le monde. Il roule presque 1 seconde plus vite qu'Alesi en début de course. Il va lui coller en 3 tours. Il lui colle 6 secondes à Alesi. 3 tours, 6 secondes. En 4 tours, il en a déjà presque 10. Donc il vole. Il est vraiment dans un autre monde. Damon Hill, il est dans son élément. Et en plus, c'est une course qui lui tient à cœur. Hein. Papa a gagné. Papa a gagné 5 fois, je rappelle. Hein, ça a longtemps été le recordman de victoire à Monaco. Lui, il n'a pas encore réussi, il n'a pas eu cette chance-là. En 95, il était en pole, il a été en tête pendant une bonne partie de la course, mais la stratégie Williams, malheureusement, l'avait handicapé vis-à-vis de contre Schumacher, qui lui faisait qu'un arrêt. Et là, il la veut. Là, c'est une opportunité unique, d'autant qu'il n'y a plus Schumacher. Schumacher, il n'est plus là, donc il est presque seul au monde, j'ai envie de dire. Et on va voir un petit peu après ce qui se passera, mais en début de course, il est dominant, il vole. Attention, c'est souvent quand on a toutes les chances de gagner qu'on se craque. Hein. Je pense à Alcaraz qui avait déclaré forfait, à Roland Garros et Sinner qui avait la porte ouverte. Les on-board sont fous également à l'époque. Quand tu vois les on-board de la voiture d'Hakkinen notamment, un petit coup de volant et ça glisse. C'est vraiment un travail d'équilibriste qu'il y a sur les voitures. Ah bah les voitures sont légères. C'est pas des tanks comme aujourd'hui. Elles sont légères, elles sont vives, elles sont puissantes quand même. Hein. C'est plus de 800 chevaux quand même derrière là. Donc ça pousse et il y a moins d'assistants, t'as beaucoup moins d'aéros, même si bien sûr Monaco, sur ce circuit-là, on a l'appui maximum sur chaque voiture. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit quelques proéminences sur les voitures, notamment sur la McLaren, sur les Jordan aussi, où ils ont des petits ailerons au-dessus du capot. Donc on a mis l'appui maximum sur les voitures, mais les voitures elles dansent, elles bougent, elles sont vivantes. C'est ça qui... Et on voit que le pilote, il a du boulot. Hein. Alors il a un volant presque normal, on a envie de dire, par rapport à aujourd'hui. On a 2-3 boutons, et après c'est tout entre les mains du pilote, quoi. C'est lui qui gère sa voiture, mais c'est vrai que c'est spectaculaire, les on-board et même les caméras extérieures. On voit les voitures danser, bouger, c'est super plaisant. Chaque coup de volant, ça demande vraiment un sacré doigté, surtout dans ces conditions qui sont désastreuses. Il commence malgré tout à ne plus pleuvoir, et c'est là où pour moi j'ai nommé l'acte 2, Bison futé voire rouge Ferrari, parce que bon, il y a Hill, Alesi et Berger qui font leur course, mais derrière il y a un petit train qui se forme et j'ai l'impression que c'est l'autoroute du soleil. Oui, c'est un peu le périph' parisien, j'ai envie de dire, en mois d'août où ça bouchonne un petit peu, et là... Ou la Côte d'Azur au plein mois de juillet. La Côte d'Azur aussi, oui, complètement, hein, c'est pas propre à Paris, hein, mais la Côte d'Azur complètement, on connaît bien. Et là, on a un petit Irlandais qui se promène en vacances et qui va créer un sacré bouchon. C'est toujours les Anglais le problème. Ouais, c'est toujours les Anglais le problème. C'est souvent le cas. Ils n'ont pas l'habitude, ils roulent à gauche chez eux, donc forcément c'est compliqué, hein. Exactement, c'est pour ça que Frentzen n'arrive pas à dépasser Irvine, parce que Irvine il suit le règlement, hein. Il se dit voilà, peut-être que les règles sont différentes. Mais Irvine, il a une réputation dans ces années-là, c'est que c'est un pilote très difficile à dépasser. Et déjà que les pilotes à l'époque n'étaient pas faciles à dépasser. Clairement, mais alors ils sont plus fers quand même à l'époque que maintenant. Mais bon, lui, il a cette réputation-là qui n'est pas usurpée, hein, mais c'est vraiment un pilote pas facile à dépasser. À Monaco, en plus, on sait que si le gars de devant n'y met pas un peu du sien, c'est compliqué, pour ne pas dire impossible, de dépasser. Et Irvine, en plus, il n'a pas le rythme. Il a eu un souci justement au warm-up. Il a cassé un moteur, donc il n'a pas pu régler sa voiture pour ces conditions-là. Et il disait après la course, la voiture elle était mal réglée, et il avançait pas, hein. Clairement il se traînait.
Et derrière, il a Frentzen qui est très rapide, qui va tout faire pour essayer. Il va essayer à gauche, à droite, essayer de passer, mais ça passe pas. Irvine ne met pas du sien. Plusieurs fois, en sortie de la chicane du port, on sent que Frentzen il est plus rapide, il est bien sorti, il peut tenter quelque chose, mais Irvine, il voit que c'est à cet endroit-là où potentiellement Frentzen peut tenter quelque chose. Mais donc il se décale, et à chaque fois il se décale, et jusqu'au moment où Frentzen va perdre ses nerfs, et dans la ligne droite des stands, en se décalant, en tentant un petit peu l'extérieur, il va arriver trop vite derrière Irvine, et il va casser son aileron avant, et aussi ses espoirs de victoire, parce que avec ce qui va se passer plus tard, on se dit que Frentzen avait le potentiel pour gagner cette course. Tout à fait, et c'est vrai que ces multiples éléments font que il y a des questions par rapport à la course, et notamment à la fin de la course qui pourrait avoir lieu. Un petit point du règlement d'ailleurs sur TF1 à l'époque. Bien sûr que les conditions ne sont pas assez dangereuses pour interrompre le Grand Prix à 50% de son déroulement, peut-être 75%, ce qui ferait 59 tours au lieu de 78 tours, mais peut-être aussi qu'on va s'acheminer vers les 2 heures de course réglementaires, au-delà desquelles le Grand Prix devrait être arrêté. C'est quand même drôle. Il ne pleut pas assez pour que la course soit arrêtée ou qu'il y ait un drapeau rouge ou qu'il y ait une safety car. Tu veux pas qu'on envoie le podcast aux organisateurs du Grand Prix de Spa? Je pense qu'il y a moyen. Non, à la FIA, tout simplement, ça serait pas mal, je pense, parce que je crois pas que le problème vient de Spa directement, hein, même si bon leur tarmac actuel est sans doute complètement nul, hein, il faut le dire. Mais je pense que la FIA, ça serait pas mal qu'ils revoient quelques courses du passé pour voir comment ça se passait à l'époque, parce que là, bon, Monaco, c'est des conditions mixtes, on va dire, hein, parce que la piste est bien humide au départ, mais bon, il pleut pas et il n'y a pas de gerbe d'eau, c'est surtout ça, là, dans la course, on le voit bien, il n'y a pas d'eau soulevée par les voitures, donc la visibilité est très bonne, et c'est souvent le problème de visibilité qui pose le plus souci aux pilotes dans ces conditions-là. Et bon, comme on l'a vu aussi à Spa, à 98, où là, c'était bien pire, bah, ça pouvait rouler, donc c'est plus une question aussi de volonté, je pense, que d'autres choses. Ouais. Le trio de tête, c'est Hill, Alesi et Berger. Et Berger se met à vouloir faire son premier arrêt. Et là, patatras. Voilà, on ravitaille, on ne change pas les pneumatiques, vous l'avez remarqué. Alors, il se passe sur cette Benetton Renault ce qui était arrivé à Michael Schumacher en 95 au Grand Prix du Canada. On va être obligé de reprogrammer dans le domaine des softwares, enfin dans le domaine de l'informatique, de reprogrammer très probablement le changement de vitesse. Peut-être qu'il a des problèmes, Berger, de ce côté-là. Non, l'homme au computer ne dit pas grand-chose. Il a même redébranché son appareil. Enfin, en tout cas, pour l'instant, eh bien, je crois qu'il se dégrafe. Et là, c'est un abandon, celui de Berger, qui n'est pas dû du tout à une sortie de piste. Bien au contraire. Pauvre Berger, il avait de quoi marquer des points ici, parce que il faut tout de même dire que cette course maintenant se transforme en course d'endurance. C'est ce qui en fait également toute la saveur. Course d'endurance, ce Grand Prix Monaco avec Berger qui pourtant était 3e et avait toutes les chances d'accrocher le podium. Il s'arrête au stand. Un problème de software, c'est ça quand on fait pas les mises à jour pour Windows 95. Non, c'est quand même catastrophique ce qui se passe pour Berger parce qu'il avait vraiment toutes les chances d'y arriver. Oui, alors lui, on va le savoir plus tard, mais ça sera un problème au niveau des changements. Alors, il avait déjà eu le matin des problèmes de changement de boîte de vitesse. Et là, c'est pour ça qu'ils ont essayé de réinitialiser. Alors, on l'a vu à l'époque avec un petit ordinateur qui ferait sourire la nouvelle génération. En fait, ce qu'il fallait faire, il fallait brancher et débrancher la box pour que la voiture démarre. Et vider les caches. Voilà, complètement. Et donc là, ils ont essayé de réinitialiser, mais bon, ça n'a pas marché. Donc pour lui, c'est l'abandon. Et c'est un peu à l'image, j'ai envie de dire, de la saison de Benetton et de Berger aussi, parce que ça va être une saison très compliquée pour lui. On va essayer aussi gentiment de le pousser vers la sortie, le Berger, qui est plus tout jeune, en 96. Mais ouais, pour lui, c'est une occasion ratée. Et pour Benetton, c'est la confirmation de ce début de saison catastrophique. Berger qui roulera encore une saison en 1997. Jean-Louis Moncet parle de course d'endurance et comme dit dans Jour de tonnerre, qu'est-ce qu'il faut pour gagner une course? Et pas déjà, il faut finir la course. Et c'est là le challenge de cette course de Grand Prix Monaco 1996. Alors, anecdote, Andrea, le jeu Top Position, à l'époque, s'appelait le jeu Top Tour. Top Tour, oui, et qui permettait de gagner des stages de pilotage. Exactement. Très sympa. C'est très sympa, ça. Mais c'est toujours très drôle, pardon, ces génériques-là, avec trouver
l'ordre des 3 premiers, c'était sympa. Toujours après une pub ou avant une pub, hein, d'ailleurs. Oui, bah oui. Faut- À l'américaine. À j'ai envie de dire. l'américaine également. Il et Alési, avec tout ce remue-ménage, ils sont très performants. C'est les seuls à tourner à un moment de la course en dessous de 1 minute 50 alors qu'il y a des trompes d'eau. Le vent tourne et les pilotes, la stratégie qui commence à se dessiner, c'est on tire sur les pneus pour retarder les arrêts, car statistiquement, un pneu pluie, c'est 75% d'adhérence en moins qu'un pneu slick. Oui, et la piste est sèche, on le voit, même visuellement, il y a une trajectoire sèche qui commence à se dessiner. Alors pas partout, ça reste piégeux, mais bon, ça roule de plus en plus vite. Alors Damon Hill, lui, à ce stade-là de la course, il tourne aux alentours des 1,48, donc c'est quand même très très lent par rapport à ce qu'on a connu en qualification la veille. On est plus de 30 secondes, c'est énorme, plus de 30 secondes plus lent. Mais bon, ce sont les deux seuls au tour 18. Il commence à tourner en 1,46. Les gros 1,46, mais avec Alési, comme tu l'as dit, ce sont les deux seuls pilotes qui arrivent à descendre sous cette barre des 1,50. Et là, comme on voit que ça commence à sécher, ben on essaie de tirer au maximum les pneus pluie qui, on le sait, quand ils s'usent, ça devient presque des slicks, même si c'est beaucoup moins performant. Mais tant que ça reste humide, tant que ça reste trop piégeux, on prend pas de risque, surtout quand on s'appelle Damon Hill ou Jean Alési, on est en tête de la course, donc on laisse entre guillemets les petits pilotes, ceux qui sont derrière. En général, ce sont souvent eux qui prennent le premier risque et qui chaussent les slicks. Alors, tu as parlé évidemment de la bataille Frentzen-Irvine. Ce qui est fou avec du recul, c'est que malgré tout, et je prends des pincettes, mais malgré tout, ça reste propre. Il n'y a pas de coup de roue, ça reste respectueux, on va dire ça comme ça. Non, c'est dans l'esprit vraiment de cette époque-là où il n'y a pas de mouvement intempestif de la part des pilotes. Le seul qui se permet de temps en temps, alors pas là à Monaco, bon de toute façon il est éliminé dès le premier tour, hein, c'est Michael Schumacher. Mais ça reste très propre, et même Irvine, le seul chose qui pourrait être un petit peu controversé, mais ça ne l'est pas vraiment, c'est ces petits mouvements en sortie de la chicane du port dont on a parlé tout à l'heure, mais ça reste très propre, c'est correct, il est devant, on est à Monaco, il se décale parce que c'est le seul endroit où il sait que Frentzen est plus rapide que lui, où il peut peut-être tenter une attaque. Mais il n'y a rien d'extraordinaire, et même sur l'incident, sur l'accrochage en lui-même, c'est plus Frentzen qui se loupe en tentant une trajectoire extérieure dans la ligne droite, puis en arrivant tellement vite que... Alors peut-être que Irvine le piège aussi en freinant un peu plus tôt, mais bon, c'est lui qui est derrière, et c'est lui qui vient tamponner dans l'arrière de la Ferrari d'Irvine. Donc il n'y a rien de critiquable de la part d'Irvine sur cette manœuvre. C'est Frentzen qui se loupe, il s'est impatienté, et malheureusement, il voyait qu'il y avait une opportunité peut-être d'obtenir quelque chose de grand ce jour-là. Et bon, il a craqué, il a cassé son aileron avant. Et pour lui, malheureusement, la course, c'était fini. Hein. Il n'a pas abandonné, bien sûr. Hein. Il va faire un tour et il va rentrer tant bien que mal avec un aileron qui est venu se loger sous sa voiture. Donc, il aurait pu se sortir. Mais bon, pour lui, malheureusement, le temps de faire un tour au ralenti, de changer d'aileron avant, de remettre un peu d'essence, changer de pneu, c'était fini, quoi. Alors là, on va rentrer dans l'acte 3 de la course que j'ai appelé la balade de Hill, parce que bah voilà, c'est pas un Irlandais en vacances, mais là c'est un Anglais qui envoie la dose. Alors, petite anecdote encore une fois, chaque intervention de Van Vliet, alors j'aimerais qu'on fasse une seconde de silence pour le micro de Pierre Van Vliet, parce que à chaque fois qu'il essaie de parler, le pauvre Belge, le Belge le plus connu de l'histoire de TF1, bah il est gêné par les moteurs. Ah oui, mais à l'époque, ça crie, hein. On est loin des tondeuses à gazon ou des aspirateurs électriques qu'on a aujourd'hui, hein. Et en plus, je sais pas si tu l'as vu sur l'image, mais bon, les vieux micros de l'époque. Absolument. Et très sympa, très sympa. vintage. Absolument. Mais un peu cuivré. oui, très joli. Mais bon, vraiment, on parlait très proche collé à la bouche, quoi. Et malheureusement, il choisit mal ses interventions. Alors, bon, il est dépendant aussi des commentaires en direct, mais il a le malheur de parler à chaque fois que les furieux passent pleine balle dans la ligne droite descendre, et comme en plus il y a un train-train énorme derrière Irvine, ils passent tous en même temps, donc ils passent à 6-7 voitures un derrière l'autre, et à chaque fois il a le malheur de parler à ce moment-là, donc on n'entend rien. Mais ça fait penser à ce sketch des inconnus, le sketch des inconnus Monza, où à chaque fois qu'il essaie de parler, il y a une voiture qui passe. Malgré tout, tu vois, les pilotes rouges, c'est assez serré dans le peloton en fait, à part Alési et Hill.
Et je me dis, mentalement, ça doit être compliqué de rouler dans ce petit train quand même. Mais il n'y a pas de choc pour l'instant, ça reste assez, comme on l'a dit, propre. Et franchement, je pense que c'est à souligner que mentalement, quand on est dans une course, quand il pleut, faut gérer beaucoup de paramètres, mais en plus, ça ne tape pas, ça reste, on va pas tenter d'attaque suicidaire, ou même quand il va y en avoir une, on va jouer, je pense, l'intelligence de course. Je trouve que c'est assez visible sur ce Grand Prix de Monaco 96. Oui, alors certes, il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup de sorties de piste, mais les pilotes, ils sont très bons, hein, j'ai envie de dire, à cette époque-là. Alors, ils ont la chance, eux, de faire des essais tout le temps. Ce sont vraiment des pilotes dans le sens où ils roulent tout le temps en essais privés pour préparer le Grand Prix. Pas de restriction. Pas de restriction non plus sur les réglages des autos, ni sur les réglages des boîtes, sur rien du tout. Donc, le pack fermé, c'était quoi déjà? non, ça n'existait pas à l'époque. Alors, on contrôlait la voiture, oui, on contrôlait la voiture, mais il n'y avait pas de parc fermé. Et les gars, ils savent mener leur auto, hein, ils sont vraiment très très forts. Donc il n'y a pas d'erreur, ça se suit. Et après, on sait qu'à Monaco, malheureusement, quand on se retrouve dans ce train-train-là, c'est compliqué. Hormis tenter une manœuvre un peu kamikaze ou très osée, c'est très difficile. Mais bon, derrière, on a un sacré groupe derrière Irvine, hein, quand même. On a des Jacques Villeneuve, on a des Mika Salo, on a des David Coulthard, on a des Mika Hakkinen. Donc ils sont tous là et ils attendent qu'il se passe quelque chose pour faire sauter ce bouchon, quoi, dont plus personne ne supporte la vue de cette Ferrari devant qui n'avance pas. Et Villeneuve, lui, il est en retrait par rapport à Damon Hill qui caracole en tête, qui a à ce moment-là, au 18e tour, il a plus de 20 secondes d'avance sur Alesi. Bah, Villeneuve, lui, cette première expérience de Monaco, elle est difficile pour lui. Alors, il aime pas le tracé. Vraiment, lui, c'est un amoureux des grandes courbes, hein. Villeneuve, c'est un amoureux aussi des ovales. Il a connu aux États-Unis l'IndyCar. Donc, là, Monaco, ça lui plaît pas des masses. Il y a pourtant roulé, hein, en F3 2 fois, lors de ses jeunes années avant de partir s'exiler aux États-Unis. Et là, Monaco, ça lui plaît pas. Il a l'impression que vraiment la piste, elle a rétréci énormément par rapport à l'époque de la F3. Alors, faut dire que les F1 sont quand même un peu plus volumineuses, hein, que les F3, mais bon, ça lui plaît pas. Il était loin en essai, et là, il a pas le rythme, et il se contente de suivre, j'ai envie de dire. Tu parlais des pilotes de haut vol, il y a aussi des commentateurs de haut vol. Alors j'ai vu beaucoup de gens parler, notamment des qualifications de Grand Prix de Monaco de cette année, du Tour de Julien Febvreau, du Tour de Charles Leclerc, pardon, commenté par Julien Febvreau, très dans l'émotion, où il explique chaque virage, où bah voilà, les gens disent bah non, et c'est très très bien. Moi, quand j'ai regardé ce tour-là, je me dis tiens, mais c'est marrant, j'ai eu l'impression d'avoir entendu quelque part cette formulation, cette description. Et ben en fait oui, parce que Jean-Louis Moncet, lorsque Alesi roule, il va faire la même chose, il va décrire de manière extrêmement précise et extrêmement analytique le tour, et je trouve que c'est assez intéressant de voir que malgré deux journalismes de 30 ans d'écart, et bah il y a quand même les mêmes idées qui reviennent. C'est assez sympa à écouter. C'était très bien commenté, hein, malgré les critiques que les gens peuvent faire, que peuvent émettre déjà même à l'époque, mais en réécoutant avec le recul d'aujourd'hui, c'est très bien commenté, dans l'analyse, dans le choix des mots, c'est quand même très fort. Hein. Il y a vraiment de l'écriture aussi, il y a de l'écriture, notamment dans les petites séquences par rapport à la pole, par rapport au qualif, aux essais, c'est extrêmement bien écrit. Quelque chose qui me fait rire, toujours avec du recul, c'est que il est bloqué par Frenzen pendant un long moment, et il met un tour à le laisser passer. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il met un tour à laisser passer, mais les commentateurs parlent de beaux gestes. Alors que maintenant, si on ne le laisse pas passer pendant un virage, on va l'haranguer. Ah oui, ce serait un scandale. C'est un scandale, voilà. Un scandale carrément, et il serait presque sujet à une pénalité, alors qui n'existe pas à l'époque. Hein. Si, on avait les stop and go, des 10 secondes, mais il fallait vraiment commettre quelque chose pour écoper d'une telle pénalité. C'est souvent vraiment piquer la femme d'un ancien pilote. Oui, voilà. Non, ou alors voler le départ, ou vitesse excessive dans les stands, mais bon, pour les incidents de course, ça n'existait pas. Mais là, c'est vrai que t'as parlé de vitesse excessive dans les stands. Moi, tu me fais rire parce qu'effectivement, c'est un rappel Grand Prix Monaco 2026. Hein, comme quoi, on est à 30 ans de parallèle, mais c'est pas mal. On est dans le thème, on reste dans le thème. Ouais. Mais oui, Frenzen, oui, pour finir sur Frenzen, oui, il met beaucoup de temps à s'écarter alors qu'il a les drapeaux bleus, et qu'on lui indique, hein, quand même, que c'est le leader derrière lui. Et après, il finit par se pousser.
Mais Williams anticipe le coup. Il voit que Frentzen est devant et donc du coup il voit aussi que Frentzen il vient de changer il va passer au stand. Frentzen au 28e tour. C'est le premier à mettre les slicks. Le premier à mettre les pneus secs. Et chez Williams, on va réagir tout de suite. On va presque pas attendre de connaître les temps de Frentzen. Bon, je pense que Damon Hill à la radio a donné son feedback depuis le bord de la voiture et a senti que c'était le bon moment. Donc chez Damon Hill, chez Williams, on réagit presque instantanément et on va s'arrêter au 29e tour. Ça va être à la fin du 28e tour. Donc c'est le premier pilote après Frentzen à s'arrêter. Et il y a un autre pilote qui est un peu plus loin derrière, qui va s'arrêter au même moment, qui va faire la très bonne opération. C'est Olivier Panis qui choisit de s'arrêter à ce moment-là. Et tout le monde va suivre. Tout le monde va suivre après. Et on tardera à faire rentrer Alesi d'ailleurs. Quelque chose qui, moi, j'ai remarqué, je pense que tu as aussi remarqué, c'est la sortie des stands. On en parle comment elle est hyper proche de la ligne droite. Mais il y a toute la zone des stands à l'époque. Alors je rappelle, maintenant les box à Monaco, ils sont larges, ils sont volumineux, la pit lane est très très grande et les box sont surtout installés côté gauche du quai, alors qu'à l'époque pas du tout. À l'époque le quai est très petit. Qui est Antoine Premier. Tout à fait. Et les box sont installés à droite. Et c'est presque, j'ai envie de dire, des box à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on a les voitures qui sont rangées, on peut même pas les rentrer les voitures. En 96 dans le box, on les range en épi comme ça devant le box. La voie de descente est super étroite et la sortie des stands, pour revenir sur ce que tu dis, alors on n'a pas la continuité qu'on a aujourd'hui avec toute la zone délimitée qui sort après le virage de Saint-Dévote par l'intérieur, parce qu'à l'époque on a le terre-plein, dans Saint-Dévote on a le rail. Et donc ça sort tout de suite, juste après la fin de la ligne droite des stands, la démarcation de la ligne. Donc c'est très impressionnant, Mais bon, comme quoi à l'époque c'était faisable et c'est spectaculaire. Ça peut paraître dangereux avec le regard actuel, mais bon, c'est génial. Moi j'ai envie de dire, c'est la F1 de l'époque. Alors moi j'ai tendance à dire c'est spectaculaire et ça peut être quand même très dangereux si jamais tu glisses. T'as parlé d'Olivier Panis. Olivier Panis qui fait du très très bon travail et on a un extrait pour illustrer ceci. Le héros français de ce Grand Prix, puisqu'il a conservé sa deuxième place après son arrêt un peu tardif, eh bien Panis est un autre héros, il est 4e maintenant Panis et il vient de signer le meilleur temps en 1 minute 30 secondes 418. 4e Panis sur la Ligier. Ce qui veut dire, Johnny, que son temps du warm-up de ce matin n'était absolument pas usurpé, bien au contraire. Et oui, aux alentours du 31e tour, Olivier Panis fait tout simplement le meilleur tour. Il passe 4e. Fantastique. Pour l'écurie Ligier, c'est fantastique ce qu'il arrive à faire. Ils ont déjà très bien joué le coup sur les arrêts au stand, parce que comme on l'a dit, c'est l'un des premiers à s'arrêter. Il s'arrête au même moment que Damon Hill, donc à la fin du 28e tour. Et rien que sur cet arrêt-là, comme on choisit chez Ligier de ne pas remettre d'essence, parce qu'à l'époque les ravitaillements en essence existaient, on change juste les pneus, on passe au slick et on repart, et ça lui permet de gagner rien que sur cet arrêt-là 3 places. Il gagne 3 places rien que sur l'arrêt, et Olivier Panis il avait déjà doublé quelques voitures. C'est quand même un exploit à Monaco, alors certes dans des conditions qui le permettent un petit peu, qui favorisent peut-être un peu plus, mais faut rester sur la piste mais déjà. Il a quand même doublé plusieurs pilotes. Il a doublé notamment Hakkinen, il a doublé Brundle, il a doublé Herbert à la régulière, hein. Et dans des endroits, les 3 dépassements, dans des endroits où on ne double pas d'habitude. Il double à la sortie de la Rascasse, il double dans la descente de Mirabeau, il double au Loves. Déjà, on va en revenir tout à l'heure après, on va en reparler de ce fameux virage du Loves. Mais donc il a déjà doublé des pilotes. Alors certes, il a aussi bénéficié des abandons devant lui, mais là, plus le coup stratégique qui est très bien fait de la part de Ligier, il se retrouve 4e, derrière Irvine, donc aux portes du podium. Et pour Ligier, c'est presque, j'ai envie de dire, un miracle, parce qu'à l'époque, Ligier est dans une situation compliquée. L'équipe a été rachetée par Beator, donc le team manager de Benetton. Mais on est en transition, c'est difficile, il y a des départs. Et donc, on a un début de saison compliqué. On a marqué qu'un point, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pedro Diniz est le coéquipier de Diniz. Il n'est pas très flamboyant. Il apporte beaucoup d'argent. Il apporte beaucoup par Malat avec le sponsor brésilien. Mais en termes de performance, c'est pas génial. Et
Et ils ont besoin d'une grosse performance à Monaco. Et là, se retrouver 4e, c'est presque surréaliste. C'est un rêve pour eux. J'allais dire Parmalat, c'est pas italien parce que c'était le Parmalat, sponsor c'est de italien. l'Inter Milan. Oui, c'est italien, mais bon, après, il a tout un consortium Tout à fait. de sponsors brésiliens qui l'accompagnent généreusement. Voilà, en tant que fan de l'AS Monaco et de football des années 90, Andrea, je me doutais qu'effectivement tu commis l'impardonnable erreur de mélanger Parmalat au Brésil, mais ne t'inquiète pas. T'as parlé d'Olivier Panis et il y a un duel qui va arriver. Et oui, c'était au Loves et on l'écoute maintenant. Ce sera pas plus facile pour Panis que pour Irvine, mais comment faire pour dépasser la Ferrari, se déporter hors trajectoire, alors que c'est humide hors trajectoire présenterait un risque, et essayer de la surprendre au freinage, pareil, c'est ce qu'il essaye de faire. Il le fait. Ça touche. Et ils se sont peut-être Ils ont touchés, touché. caméra intérieure, est-ce que c'est passé? Non, il il a touché. Lui, il est parti et Irvine est le nez dans les glissières. J'espère pour Olivier Panis Il n'a pas du calife, il fait signe qu'on recule. On recule, oui. J'espère pour Olivier Panis que, eh bien, il pourra continuer. J'espère que sa suspension n'est pas faussée. Non, sa suspension va très bien, le pilote va très bien et il est 3e du Grand Prix de Monaco en doublant Eddie Irvine. Et une sacrée manœuvre, une manœuvre musclée, qui aujourd'hui n'existerait pas, parce que pour la simple et bonne raison qu'il serait pénalisé, comme il disait Panis là récemment, dans le cadre du Grand Prix de Monaco de cette année, il serait en prison, Panis, pour une manœuvre pareille, alors c'est une manœuvre culottée, mais qu'il a préparée vraiment en amont, parce que L'importance de connaître ton adversaire et de le suivre un peu, quoi. ils se connaissent, ils sont déjà affrontés à l'époque de la F3, Panis et Irvine. Mais il a remarqué, et pour ceux qui n'ont pas vu la course, il vous suffit de regarder ce Grand Prix de Monaco 96 et vous allez le voir vous aussi visuellement, c'est que dans cette épingle-là, Irvine, il prend toujours très très large en entrée, parce que, alors je sais pas si c'est dû à sa Ferrari, mais il a besoin de faire ça pour pouvoir bien prendre le virage donc du Loves, qui à l'époque en plus a un vibreur haut, qui n'est pas plat, donc on peut pas s'appuyer dessus, et il s'écarte. Virage le plus lent de la saison de Formule 1. Plus lent, ouais. Tout à fait. Et Il s'écarte. il a besoin de s'écarter énormément en entrée pour pouvoir prendre le virage. Panis, il l'a remarqué. Et donc, au moment où il s'est suffisamment rapproché, parce qu'il faut rappeler quand même que Panis, il est à plus de 10 secondes d'Irvine quand il sort des stands, mais il vole. À ce moment-là de la course, il vole, Panis. C'est une fusée. C'est le pilote le plus rapide en course, plus rapide que Damon Hill, plus rapide que Jean Alesi. Et là, il va se jeter. Il sait qu'il va pas avoir énormément de chance. Lui, il est en pneu neuf. Il faut passer tout de suite. Il faut passer tout de suite Irvine. Donc il se jette à l'intérieur. Il le touche un petit peu. Même si en caméra embarquée, alors c'est une caméra embarquée sur l'aileron avant de la viser, donc on voit pas grand chose. C'est très difficile de voir vraiment. On a tenté un truc, on va dire, chez TF1, enfin Voilà. chez Radio Monte Carlo. Il a tenté quelque chose. On voit pas grand chose de l'action en elle-même. Parce que sur cet angle-là, on a presque l'impression même qu'il se touche pas. Bon, il passe en force, on va dire, au forceps, mais ça passe, c'est génial. Et après coup, le Panis, presque il s'en voulait, alors pas à ce moment-là, bien sûr, mais le lendemain, il loge au même hôtel qu'Eddie Irvine, donc il va voir Eddie Irvine, il parle au moment du check-out avec lui, et il lui demande ça va, et il dit ma manœuvre elle était pas trop musclée, et Irvine il a dit non t'inquiète pas, tout va bien quoi. Les gens ils se plaignent qu'on peut pas me doubler, mais toi tu y es arrivé quoi. Donc non la manœuvre elle est virile, elle est musclée, elle est tout ce que vous voulez, mais elle est géniale. Donc le passage en force 49.3, ça marche en Formule 1. On est sur une charge de Panis incroyable. T'as parlé de Panis qui vole, mais on a aussi les espoirs de Williams qui s'envolent avec un abandon sur problème du moteur V10 Renault de Damon Hill, cataclysme, un ultime rebondissement dans ce Grand Prix. Enfin, c'est pas le dernier, mais c'est incroyable. Son moteur a un souci lorsqu'il est dans le tunnel. Moi, dans ma tête, quand j'ai vu ça, je me suis dit, heureusement que ça arrive dans le tunnel. Ouais, et on est que 3 tours après, 3 tours, comme quoi tout était bien imbriqué ce jour-là pour Olivier Panis. On va voir que tous les événements sont liés les uns derrière les autres, et c'est le destin. Quand on revoit le course, ouais, c'est vraiment le destin, c'est incroyable. Là, on est quelques tours après, Damon Hill, depuis quelques tours, il a un petit peu ralenti la cadence. Alors, on ne sait pas si c'est lié à ce moteur qui commençait à faiblir ou la pas, consommation d'essence. ou si c'est lui qui gérait, parce qu'il a plus de 25 secondes d'avance sur Alesi à ce moment-là. Mais bon, il a un petit peu ralenti, il a un peu réduit la cadence, il tourne peut-être une seconde au tour moins vite qu'Alesi.
Et là, malheureusement, le moteur Renault, qui est pourtant réputé pour être le meilleur du monde à cette époque-là, et surtout un moteur très fiable, il pète à Monaco sur l'un des circuits les moins exigeants à ce niveau-là, au niveau moteur. Et bon, malheureusement pour lui, c'était aussi le destin, hein. Il gagnerait pas Monaco. C'était peut-être sa dernière chance. Il la voulait plus que tout. Il avait pratiquement course gagnée, hein. Il était tranquille, il était vraiment seul au monde. Et bon, le moteur il pète dans ce panache de fumée, très très élégant, je trouvais à l'époque. Oui, exactement. C'était caractéristique, mais au moins on voyait que le moteur il pétait, et il en mettait de partout. Il met de l'huile d'ailleurs. Et bon, pour lui c'est fini, il tire tout droit, il glisse sur sa propre huile, il glisse dans l'échappatoire et c'est fini. L'huile sur laquelle glissera Panis. D'ailleurs, oui, Panis, alors malheureusement, on n'a pas les images. On n'a pas les images. Je ne sais pas si un jour elles ressortiront, mais peut-être les caméras de la principauté ont les images, ou la FIA, ou toi dans ton bureau. Voilà, peut-être, on trouvera. Mais il glisse, parce que il va faire un tête à queue, mais encore une fois, c'est le destin, il touche rien. Il a vraiment de la chance, parce qu'Alesi, lui, il ralentit. Vraiment, on l'a averti par radio, il arrive à s'en sortir, à passer proprement. Mais Panis, lui, qui était plus proche, il part en tête à queue, il fait un 360 et il touche rien. Donc, il sort vraiment... Il perd 10 secondes dans l'opération. Mais il arrive à repartir, à rien toucher. Et il s'en sort bien. Au 52e tour, Jean Alesi, il est en tête. Il commence à retrouver du rythme, il réalise le meilleur tour. Et puis, il s'arrête une première fois pour changer de pneu et mettre du carburant. On joue la sécurité, on joue la précaution. De toute façon, il a de plus de 30 secondes d'avance sur Panis. Il s'arrête une première fois. Et il a 14 secondes en sortant des stands. 8 tours plus tard, au 60e tour, la précaution... Alors un peu moins, il repart avec 14, il perd un peu dans son premier tour avec des pneus un peu froids, donc il se retrouve avec 11 secondes d'avance sur Panis à peu près. 11 secondes, je savais que je pouvais compter sur toi, le maître du temps. Et il s'arrête de manière inexpliquée pour une deuxième fois, alors que la course, il reste plus que, on va dire, 30 minutes à la course. Extrait. Qu'est-ce qui se passe là avec cette caméra embarquée dans les stands? Jean Alesi qui s'arrête, mais qu'est-ce qu'il passe? Il y a quelque chose derrière, mais non, je ne peux pas croire à ça. Qu'est-ce qui se passe à bord de cette Benetton Renault qui était en tête du Grand Prix de Monaco? Une roue, il faut changer les roues. Il faut changer les roues. Peut-être de l'essence, non, des pneus. Mon Dieu, Panis est en tête du Grand Prix de Monaco maintenant. Panis a enfourché la ligne droite des stands. Coulthard est également passé. Jean Alesi, mais il est maudit ce garçon. Eh oui, il est maudit, il est vraiment plus que maudit, c'est la Schkumun, c'est une fin de course typiquement Alesi-esque. Oui, malheureusement pour lui, il n'en est pas à son coup d'essai, hein, le pauvre Jean Alesi. Déjà chez Ferrari, il était poursuivi par la poisse. Combien de courses il a perdu comme ça alors qu'il était en tête, qu'on se disait il avait course gagnée, il était tranquille, il avait une marge énorme. Il était tellement bon, c'est horrible parce que le terme de ratio effort et réussite et talent, c'est l'un des plus talentueux qui existait. Oui, à l'époque on le présentait comme le meilleur pilote du plateau derrière Schumacher. C'était lui le plus talentueux, et pourtant malheureusement il a qu'une victoire à son palmarès. Bon, il a 95 aussi rocambolesque. Mais c'est vrai que voilà, il s'arrête une deuxième fois, on ne sait pas pourquoi, il y a un souci à l'arrière, mais en fait, on se dit, on entend la voix de Jean-Yves Moncey, c'est la panique. Ce qui est terrible, c'est que après son arrêt, donc tu as parlé juste avant, pour la précaution. Par précaution, alors je ne sais pas si déjà à ce moment-là il ressent quelque chose parce qu'il a une avance telle que, alors certes il peut se le permettre parce qu'il a plus de 33 secondes d'avance sur Panis. Mais je sais pas si déjà à ce moment-là il ressent quelque chose, il dit bon on va jouer la précaution, on change le pneu, donc par précaution. Mais quand il repart, alors il se retrouve, tu l'avais dit tout à l'heure, avec 11 secondes d'avance sur Panis, mais il va voler, allez-y pendant quelques tours. Alors précédemment c'était Panis qui enchaînait les meilleurs tours en course, et là c'est allez-y pendant quelques tours, il va les enchaîner, et de son écart il va repasser de 11 secondes à pratiquement 18 secondes d'avance sur Panis, donc il a pratiquement reconstruit tous les écarts qu'il avait sur Panis, et là la suspension elle flanche en fait, lui il ressent quelque chose à l'arrière,
il sait pas le décrire. Au départ, on pense à une crevaison lente, mais non, c'est la suspension qui a lâché. Et malheureusement, suspension lâchée, c'est terminé, c'est game over pour lui. Et c'est encore une victoire partie en fumée pour Jean Alesi, alors que il aurait pu en compter beaucoup plus. Mais là, en plus, c'est Monaco. C'est Monaco, c'est spécial, c'est un Grand Prix mythique. Et je ne sais pas si tu l'as entendu pendant la retransmission, mais allez-y, Monaco, bien sûr, c'est un monument. Et c'est un circuit tellement spécial et tellement exigeant, encore plus peut-être à l'époque. Allez-y, il dit c'est le premier orgasme de la saison, Monaco. Tout à fait. Donc, tout à fait. Exactement. Pour lui, en plus, ça a une valeur énorme. Monaco, ça aurait été exceptionnel. Jean-Yves Moncey qui dit d'ailleurs après qu'il sûrement prend son pied en pilotant dans les rues de la Principauté. Alors là, la fin du Grand Prix, à partir du moment où Panis prend la tête, moi j'ai mis ça que c'est un film hollywoodien parce que tout va s'enchaîner, quoi. Panis est premier, mais il est bloqué par Badoer. Il y a David Coulthard, aussi appelé Michael Schumacher. Non, David Coulthard qui est deuxième, qui se rapproche. Mais lui, il est aussi gêné. Il y a Villeneuve qui abîme sa voiture. Amir Rabant est en train de dépasser Badoer. Et malgré tout ça, il n'y a pas de drapeau rouge, il n'y a pas de safety car. Non, c'est la course. C'est la course, tout simplement. Hein. C'est ce qui fait la beauté de la F1 de cette époque-là. Hein. On roule, il n'y a pas de souci. Il y a des voitures de partout. Mais parce que là, alors, tu parlais de Villeneuve, justement, quand il s'accroche avec Badoer. Badoer qui, alors, tout à l'heure, on en parlait un petit peu sur la Fortis, elle est épouvantable cette voiture, elle n'a pas le niveau d'une Formule 1, il roule Badoer, à ce moment-là il est à 5 tours de la tête, 5 tours, on est même en train de lui prendre un 6e tour d'avance, et Badoer il surveille pas ses rétroviseurs parce qu'il laisse passer une voiture juste avant Villeneuve, et Villeneuve il arrive derrière, je crois que c'est Salo qui est devant Villeneuve à ce moment-là, et donc il le laisse passer dans Mirbeau, et après il se rabat, alors que Villeneuve, lui, il essaie d'en profiter pour pas perdre trop de temps, et donc il se retrouve placardé contre le mur, le pauvre Villeneuve, les 2 suspensions avant pliées, et c'est terminé, donc il tire tout droit dans le Loves contre la barrière, et Badoer, lui, il va ranger sa voiture avant l'entrée du tunnel, donc sur le côté, comme on voyait beaucoup à l'époque dans les années 80, ça posait pas de problème, et bon, quelque part, c'était génial, on n'avait pas besoin de safety car pour évacuer la voiture. Alors là, la voiture, on l'a laissée là jusqu'à la fin de la course. Elle est hors trajectoire, elle ne représente pas de danger, elle est avant l'entrée du tunnel. Les pilotes la voient très bien. Ils sont totalement conscients de ce qu'ils font et de ce qu'ils voient sur la piste. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. À l'époque, ça roule. Hein. Donc, quoi, en 2026, à Monaco, les car spotters sont de mise du côté du casino. Mais Hakkinen, Salo et Irvine vont leur proposer une belle occasion de voir le parking d'un des plus chers de la Principauté parce qu'ils vont tous les 3 s'accrocher. En fin de course. Oui, alors Irvine... ça va être un petit train, ils vont faire. Irvine, pendant un moment, donc lui, il a 2 tours de la tête. 2 tours de la tête, donc après tous les incidents, après son accrochage avec Panis. Parce qu'au moment où il s'accroche avec Panis, Irvine, donc il arrive à s'arrêter juste avant le rail. Et les commissaires, ils vont le pousser, ils vont le faire reculer pour dégager la voiture. Et lui, à ce moment-là, il avait dégrafé ses harnais parce qu'il croyait que, comme les commissaires l'ont poussé, il était hors jeu, il était disqualifié de la course, c'était terminé. Donc il va rentrer à son stand, on lui change l'aileron avant, on lui remet des pneus, un peu d'essence. Donc il repart, mais au départ, il croit qu'il est éliminé. Mais bon, il est à 2 tours de la tête. En plus, il cale. Il cale parce qu'il a des problèmes lui aussi au niveau électronique, les changements de vitesse. Il essaie de repartir, il cale. Ça t'a mise à jour. Donc là, il est à 2 tours. Et pendant un moment, il se retrouve entre les 2 leaders, c'est-à-dire entre Olivier Panis qui est en tête et David Coulthard. Donc il va aider un petit peu Olivier à ce moment-là, parce que Coulthard, il est pas très loin. Il est à 2-3 secondes derrière lui. Mais après, il s'arrête à nouveau. Donc il va se retrouver derrière, il va se retrouver un petit peu devant le duo Villeneuve-Salo, Hakkinen, le trio, pardon, et il va nous faire une Schumacher. C'est-à-dire que, comme quoi, tout était lié dans cette course, comme on le disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va faire pratiquement la même que Schumacher, au même endroit, sur le vibreur en haut du portier. Il va trop monter dessus. Lui, il va complètement partir en tête à queue, contrairement à Schumacher. Et après, en voulant se remettre, il fait un petit spin, un petit 360 pour se remettre dans le bon sens. Bah, quand il se remet dans le bon sens, malheureusement, derrière, il y a les 2 furieux qui arrivent derrière. On a Hakkinen, Villeneuve et Salo, pardon. Non, pas Villeneuve. Hakkinen, Salo et Irvine. Hakkinen, Salo qui arrive derrière et qui l'emplafonne la Ferrari. Donc, ça fait 3 voitures éliminées d'un coup.
Et donc, on n'a plus beaucoup d'autos à ce moment-là sur la piste. Et là, c'est l'acte 4 que j'ai appelé Cocorico. Avec du recul, j'ai regardé la course et je connaissais le résultat final, tout comme toi. Mais, oh là là, mais la pression, la tension qu'il y a. Et il y a un paramètre, moi, que j'aime beaucoup dans la Formule 1 et que je regrette qu'il n'y ait plus pour l'instant ce paramètre, c'est la consommation d'essence. Moi, je trouve que c'était vraiment incroyable, ce genre de paramètre. Je peux comprendre pourquoi ça n'existe plus. Cependant, je le regrette légèrement. Mais voilà, on se pose la question, il attaque pas, mais c'est parce qu'il doit gérer sa consommation d'essence. Et si c'est Panis, c'est Reggie Globo qui mettait un capteur cardiaque sur la voiture de Senna au Grand Prix du Brésil. J'aurais aimé savoir le cœur de Aloïs Panis. Parce que vraiment, c'est la course de sa vie qu'il est en train de faire. Ouais. Et là, il faut rappeler, pour contextualiser un peu, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là et cette course-là, c'est que Panis, il fait un choix fort en début de course sur les conseils de Mugen Honda. C'est qu'il choisit de gaver sa voiture d'essence, de la remplir à ras-bord. Ils mettent 145 litres d'essence dans la voiture. Les dernières gouttes, presque, ils les rajoutent à la cuillère pour vraiment que ça rentre dans l'auto. Parce qu'ils veulent essayer de faire qu'un seul arrêt, ou de pratiquement pas s'arrêter, parce que quand on part dans des conditions humides, certes, on sait que ça va sécher, mais on consomme moins que sur le sec. Parce qu'au départ, Panis, le plan initial de Panis et de Ligier, c'était de faire 2 arrêts. Le matin au warm-up, ils avaient préparé 2 arrêts, 2 pit stops. Mais là, il s'est laissé convaincre par les ingénieurs de Mugen Honda. Il a dit, allez, on va tenter le un seul arrêt, voire pas d'arrêt du tout. Alors là, il s'est arrêté une fois. On a remis juste un petit peu d'essence, mais vraiment très peu. Et c'est grâce à ça qu'il va aussi gagner la course, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il gagne 3 places. Il gagne 3 places, il double 3 pilotes dans les stands. Et donc, à la fin, il se retrouve confronté à ce problème. C'est-à-dire qu'à partir de 20 tours de la fin, les ingénieurs de Ligier, ils lui disent, Olivier, ça va être chaud au niveau consommation. Il va falloir s'arrêter, il va falloir faire un splash and dash qu'on appelle à l'époque, donc un arrêt très court pour remettre un peu d'essence, ce qu'a fait Irvine d'ailleurs. Il a fait en s'arrêtant 3 fois, avant de se faire emplafonner par le duo Hakkinen-Salo. Mais Panis, lui non, il s'est pas arrêté parce qu'on lui demande, on lui dit il faut s'arrêter, mais lui non, lui il veut pas. Lui il a une potentielle victoire entre les mains à Monaco, qui plus est dans un contexte difficile, on le disait pour Ligier, il veut pas s'arrêter, donc il va échanger avec ses ingénieurs à la radio. Et il va leur demander qu'est-ce que je dois faire, les gars, pour aller au bout de cette course. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Me montrer plus doux à l'accélérateur, économiser cette essence pour réussir à aller jusqu'à la limite des 2 heures. Parce qu'on le disait tout à l'heure, normalement, la course, c'est 78 tours à Monaco. Mais compte tenu des conditions difficiles et compte tenu de cette règle des 2 heures, on n'ira pas au bout. On sera pas loin. On sera 75 très proche. On sera 75 tours, donc il manque que 3 tours. J'avais presque envie de dire, ça aurait été bien d'aller au bout. Mais bon, pour Panis, je pense pas que ça l'aurait fait. Mais là, pour le coup, 3 voitures qui auraient fini le Grand Prix. Ça aurait été compliqué. On a eu 2 Sauber sur le podium, ça aurait été sympa. Mais non, pour Panis, c'est quand même génial. Et lui, il savait vraiment calculer le coup. Hein. Panis, il le dit après coup. Chez Ligier, on avait calculé pour essayer d'aller au bout des 2 heures, sans remettre cette essence, d'où cette consommation vraiment difficile. En termes d'essence, mais Coulthard il est un peu confronté à la même chose, c'est-à-dire que Coulthard il est rapide derrière, il est menaçant, mais lui aussi il doit quand même un petit peu gérer son essence, il n'est pas totalement libre, il peut pas attaquer plein fer le David Coulthard. Et Panis il a dit après coup, même quand Coulthard se rapproche, à un moment il se rapproche à 1 seconde 6, il revient très proche, il en a sous le pied, c'est-à-dire que au moment où il décide, il rattaque un petit peu, il en remet. Et il se détache. Et là, on va arriver au dernier tour où la tension est à son comble, où Jacques Laffite sur la murette de Ligier reste très très sérieux, mais il y a une belle raison à tout ça. Le dernier obstacle un peu difficile, après ça, il pourra prendre ses aises pour freiner un peu plus tôt pour la chicane. Pour la chicane, oui, j'espère que tout va bien se passer. Pas de gouttes de pluie, non, on est tranquille sur ce plan-là. Voilà le freinage de la chicane. Attention, doucement, bureau de tabac, un virage extrêmement piégeux. Et l'entrée vers la piscine également, dangereuse même. Olivier Panis maintenant à 500 mètres du bonheur de gagner son premier Grand Prix. Et quel Grand Prix, celui de Monaco. Et je crois me souvenir que Ligier n'a pas gagné en Grand Prix depuis 1981, Johnny. 81, Grand Prix du Canada, avec Jacques Laffite qui est là-bas sur la passerelle. Allez,
Voilà, le virage c'est- Anthony Nogues. c'est fait, là. Dernière accélération. C'est fait. Olivier Panis Il a gagne gagné. ici son premier Grand Prix de Monaco. Bravo Ligier, bravo Honda, bravo Olivier. Une consécration magistrale. Il l'a fait. Nous avons un vainqueur français en Formule 1, enfin. Au volant d'une voiture Au française. volant d'une voiture française de surcroît, Olivier Panis qui remporte sa première et sa seule victoire. Ouais, sa première victoire, et quel plus beau cadre que Monaco pour remporter sa seule victoire. Hein. Si demandez à tous les pilotes, si on peut en remporter une seule dans la saison, c'est Monaco. Là, notre Oli Forcément. l'a fait. Il y a un autre l'a fait, d'autres pilotes l'ont fait, mais ouais, c'est vrai que c'est extraordinaire cette course. 9e et dernière victoire de Ligier. Rappelons qu'il part 14e, hein. Ouais, 14e. 14e, et que Ligier n'avait plus gagné depuis 15 ans en Formule 1, depuis 1981, comme ils le disent dans les commentaires, depuis donc Jacques Lafitte au Canada. Donc c'est immense, et Ligier a été racheté par Viator. Ligier est à un tournant de son histoire. Le nom Ligier va bientôt disparaître. Donc c'est une magnifique manière de terminer cette histoire, j'ai envie de dire. De boucler la boucle avant que Ligier devienne Prost Grand Prix. Ouais. Avec des fortunes diverses. Ouais. Mais d'ailleurs, pour donner encore plus de crédit à l'exploit d'Olivier Panis, il faut rappeler que depuis 1984, on n'a que 3 pilotes vainqueurs à Monaco. Senna, Prost et Schumacher. C'est le premier pilote hors de ces 3-là qui arrive à gagner Monaco. Donc il s'inscrit dans une caste incroyable, hein. Prost, Senna, Schumacher, c'est le top du top de l'histoire de la Formule 1. Et au total, 3 voitures boucleront la durée totale de la course, donc 75 tours, mais Frentzen fera un tour de moins. Ouais, Frentzen qui, donc après il s'est fait doubler, il s'est fait prendre un tour à 1 ou 2 tours de l'arrivée. Mais c'est Donc, vrai le vainqueur qu'on peut Panis. comptabiliser comme le 4e. Mais ils sont bien 4 voitures à franchir la ligne d'arrivée, que 4. Donc c'est incroyable, ça paraît irréaliste aujourd'hui, ou dans une époque où tout est ultra fiable, où les pilotes ne sortent pas, où presque c'est même inscrit presque dans les gènes de la discipline, on veut pas qu'il y ait d'abandon, ça paraît, c'est un gros mot, j'ai envie de dire aujourd'hui en F1 de voir un abandon, alors qu'à l'époque, mais là 4, alors ça arrivait pas tout le temps, hein, mais c'est incroyable. 4 voitures seulement à l'arrivée, le pauvre Frentzen qui se retrouve le seul, presque on oublie Frentzen qu'il a terminé cette course parce que malheureusement sur le podium il y a que 3 marches. Tout à fait. Mais il finit cette course, et on a quand même après les autres pilotes qui sont classés. Donc on a Salo 5e, Hakkinen 6e et Irvine 7e qui finissent respectivement à 5 et 7 tours de la tête. Donc ils sont classés alors qu'ils voient pas l'arrivée. Mais bon, 4 voitures, c'est inenvisageable presque de nos jours, quoi. Et il y a tout ce tour de Olivier Panis avec le drapeau français, qui est une très belle image. Ah, c'est une super image parce que, je le rappelle, c'est interdit à l'époque, hein. Jean-Marie Balestre, l'ancien président de la FISA, était complètement contre. C'était souvent pris à Sénat quand il faisait ça, notamment lors de ses victoires au Brésil. Et Panis, bon, il sait que c'est interdit, mais bon, il s'en moque, hein. C'est son jour de gloire. Et dans la montée du beau rivage, il y a un commissaire qui lui tend le drapeau, donc il fait le tour avec, mais l'image est extraordinaire. La voiture bleue avec le pilote français avec le drapeau bleu, blanc, rouge qui flotte au vent, c'est une superbe image. C'est l'image qu'on retient de ce Grand Prix et de cette victoire. Andrea, on arrive à la fin de l'épisode. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce Grand Prix, selon toi? Alors, c'est cette victoire extraordinaire de Olivier Panis. À Monaco, sur une Ligier, c'est ce Grand Prix totalement rocambolesque, ces abandons à l'appel, cette absence de safety car qui est incroyable, Pas de drapeau non plus. Des accidents en voiture en voilà, des renversements de situation en voiture en voilà, une course dantesque, une course géniale, j'ai envie de dire, et je la conseille à tout le monde de la regarder parce que c'est ça la Formule 1. Mais c'est vrai que parmi nos discussions, quand on a voulu lancer le podcast, on s'est dit Monaco 96, il faut qu'on la fasse rapidement. Ah oui, c'était obligatoire. C'est une des courses mythiques vraiment de l'histoire de la F1. Et après, c'est aussi ce statu quo au championnat. C'est Hill, Villeneuve, Schumacher qui repartent dos à dos parce que la situation comptable, elle reste la même qu'elle était avant le départ.
Il reste avec ses 43 points, Villeneuve avec ses 22, Schumacher il reste en embuscade derrière à la 3e place. Mais ça n'a pas changé. Le seul qui émerge de cette course, c'est Panis, qui se retrouve avec 11 points et qui remonte à 4e place. 4e place, c'est incroyable. Mais après, pour le reste, ça n'a pas bougé. Comme quoi, Damon Hill ne pourra pas égaler son papa au Grand Prix de Monaco, mais il l'égalera d'une manière différente en fin de saison. Andrea, merci beaucoup, comme d'habitude. Merci à toi, c'était génial. Eh ben, j'ai bien apprécié regarder ce bon vieux Grand Prix avec des bons commentaires de l'époque. Super agréable de faire ce podcast en ta compagnie et de parler de sport auto et de Formule 1, notre sport préféré. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? À fond, à fond, à fond.